Bonjour à tous, bienvenue à ce numéro de En Bonne Santé, votre magazine de la santé. Vous qui nous suivez à la radio sur la 88.4 MHz, mais aussi à la télévision. Parole éternelle vous sert tous les jours, à tout moment. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce numéro de En Bonne Santé pour parler de quelque chose d'autre qui concerne bien sûr votre santé, la santé des personnes avec qui vous vivez. Alors nous parlons, le mot il est compliqué, il est long, il est difficile à prononcer, mais c'est un mot très intéressant, vous allez le comprendre et vous allez voir que c'est quelque chose à laquelle vous êtes déjà peut-être habitué, que vous connaissiez déjà avant d'en parler. Aujourd'hui, comme je disais, le mot il est compliqué. Alors nous parlons de l'hystérosalpingographie. Hystérosalpingographie, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un médicament? Est-ce que c'est un hôpital? Est-ce que c'est une maladie? Qu'est-ce que c'est exactement? Nous en parlons tout de suite, tout à l'heure, avec le docteur Peter Montombo que nous recevons pour vous sur ce plateau. Bonjour docteur. Bonjour Madame Valentine. Alors, nous parlons je ne sais pas encore ce que c'est, je vais le savoir aussi. Avec vous, nous parlons de quelque chose de compliqué en tant que mot, mais est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est, comme je disais, c'est un hôpital? Qu'est-ce que c'est que l'hystérosalpingographie? Oui, l'hystérosalpingographie, c'est un examen que l'on fait en imagerie médicale, en radio, qui consiste juste à étudier la cavité utérine et les trompes. Donc, hystéro, c'est un rapport avec la cavité de l'utérus. L'utérus, c'est l'endroit où se met l'enfant, ainsi que les trompes, donc salpingo, ce sont en rapport avec les trompes. Et graphie, c'est la radiographie que l'on fait, où on utilise un produit de contraste pour opacifier, pour vous montrer les trajectoires de la cavité utérine, ainsi que des trompes. Alors, on va dire que c'est un examen? C'est un examen d'imagerie médicale que nous proposons surtout chez les femmes, et les femmes qui viennent pour pouvoir faire un bilan d'infertilité. Vous savez, de plus en plus dans notre pays, nous avons, comme on dit la statistique, on dit 6 à 7% sont des femmes qui, en fait, 6 à 7 sur 10 de femmes qui sont stériles et dans les causes, et 3 à 4 hommes sur 10 qui sont stériles. Donc, dans le bilan de santé, pour une femme qui a besoin d'avoir un enfant, une femme qui a besoin de tomber enceinte, nous proposons aussi cet examen qui est très, très, très capital, que nous appelons habituellement, là, on dit radiographie de la matrice, comme les gens l'appellent. Mais chez nous, en médecine, le mot qu'il faut, c'est l'hystérosalpingographie, qui est cet examen de radio, d'imagerie médicale, qui utilise un produit de contraste, et le produit de contraste va suivre la sémence de l'homme, le trajet que la sémence de l'homme prend pour pouvoir féconder la femme. Et ainsi donc, on pourrait savoir si la femme qui ne tombe pas enceinte, est-ce que l'arbre génital, est-ce que l'appareil génital et la filière génitale est-elle perméable, ou bien il y a une obstruction quelconque qui fait en sorte que cette femme-là ne tombe pas enceinte. Donc c'est vraiment un examen très, très, très capital lorsqu'on voudrait savoir pourquoi on ne tombe pas enceinte, lorsqu'on fait un bilan d'infertilité. Oui, j'avais envie de demander à quoi ça sert, mais je crois que l'explication est très bien donnée, mais je me demande seulement pourquoi c'est un examen qu'on fait qu'à la femme qui ne donne pas d'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas un examen pareil chez l'homme? Parce que quand on ne donne pas d'enfant, on ne peut pas voir que la femme, ça peut aussi être causé par peut-être l'homme, dans tout ce que vous pouvez savoir en tant que médecin. Mais est-ce qu'il n'y a pas un examen aussi approprié comme ça pour voir, pour que l'homme aussi passe par là? Oui, justement, chez l'homme, il y a aussi une litanie d'examens que l'homme est obligé de faire dans la recherche toujours de bilan d'infertilité. Et chez l'homme, on commence par l'examen simple d'abord de sa sémence, que nous appelons le spermogramme. Et s'il y a un problème par rapport à ces spermogrammes, on pourrait lui proposer un traitement
Mais et aussi, il y a d'autres hommes qui viennent, qui vous disent que quand je voudrais faire le petit besoin, quand je veux uriner, j'ai des difficultés de pouvoir extérioriser, de vidanger toute ma vessie, que nous appelons dysurie. Et lorsqu'on fait d'autres examens, on voit que la prostate ne pose pas de problème. Et surtout si cet homme a des épisodes de gonococcie, c'est-à-dire que dans ses urines, il voyait parfois qu'il y avait des pus qui sortaient. On fait un examen radiographique aussi spécial que nous appelons hyrétrocystographie ascendante et mictionnelle. Donc, UCA, si vous voulez, que nous appelons comme ça. C'est aussi un peu presque pareil, qui est un examen qui permet aussi à opacifier, donc à visualiser les trajectoires à partir de la vessie jusqu'au niveau de l'urètre, comment est-ce que les urines doivent sortir, ainsi donc aussi la sémence de l'homme qui devrait sortir. On arrive parfois chez les hommes qui ont eu des antécédents, des infections, surtout des syphilis, des gonococcies, qui sont quand même assez sévères, qui est une obstruction au niveau du passage, là que nous appelons l'urètre, est obstrué à cause des infections. Et ça fait en sorte que quand ces urines passent difficilement, et de ce fait aussi même, sa semence ne passe pas correctement, ou il voit qu'une bonne partie reste. Alors, on procède à cet examen pour voir s'il y a une obstruction totale ou partielle, ou il y a quelque chose qui ne va pas, et puis on peut procéder à des dilatations pour permettre à cette dilatation, c'est-à-dire on ouvre les petits canaux qui a été obstrués de manière à ce que les urines et ainsi que la sémence puissent couler normalement. Alors, pour ce qui est de la femme, c'est l'examen que nous faisons, comme l'homme n'a pas l'utérus ainsi que les trompes, et l'homme, chez la femme, on fait justement ce qu'est l'examen que nous appelons l'hystérosalpingographie, qui permet d'opacifier, de visualiser en tout cas les trajectoires que prend normalement la sémence de l'homme jusqu'à arriver au niveau de trompe afin de féconder l'ovule. Alors, comment ça se passe? Parce que je sens que c'est de l'horreur chez la femme quand il faut passer par quelque chose de pareil, introduire un produit dans tout ce schéma-là. Est-ce que ce n'est pas douloureux? Dites-nous un peu comment ça se passe. C'est un examen, en général, l'examen ne fait pas mal. L'examen ne fait pas mal parce que c'est supposé que, s'il faut dire, la trajectoire, la route là partant de la cavité utérine jusqu'à arriver au niveau du trompe devrait être perméable. Donc, même quand on voit ces règles, ça doit passer normalement et tout et tout. Mais lorsque il y a un problème, lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsqu'on fera cet examen, il n'y aura pas de douleur. Mais lorsqu'il y a des douleurs, c'est qu'il y a un problème, un obstacle quelque part qui fait en sorte que le produit des contrastes-là ne passe pas. Alors, comme on utilise souvent de l'iode, et on peut avoir un obstacle au niveau soit du col, le col est soit bouché, alors le produit de contraste, lorsqu'on exerce une pression pour que ça puisse traverser, le produit de contraste, là, les liquides là qu'on utilise ne passent pas. Alors, lorsqu'on essaie d'exercer une hyperpression, le produit des contrastes là, avec l'obstacle qui est au niveau du col, ça peut réveiller une douleur à cause de la résistance parce que ça force le passage. Alors, on peut aussi arriver qu'il y ait des douleurs, surtout chez certaines femmes qui ont eu à connaître des avortements. Lorsqu'on fait un avortement, que ce soit clandestin, que ce soit criminel, que ce soit thérapeutique, on est parfois obligé, surtout encore ce qui se pratique dans notre milieu, lorsqu'on ne fait pas une aspiration, on fait un curettage. Et lorsqu'on fait un curettage, on peut raser. On demande d'arriver jusqu'au niveau de la muqueuse de l'endomètre, donc de cette cavité-là, là où se met l'enfant. Donc il faut bien raser. Et lorsqu'on rase, on peut blesser la muqueuse de part et d'autre. Donc, comme c'est une cavité, donc de l'autre côté et de ce côté, on racle et ici et là-bas. Alors, ça fait comme une petite plaie. Lorsque ça se fait chez quelqu'un qui n'est pas très bien entraîné, qui ne sait pas que comme je blessé là-bas, il y a un traitement qu'il faut faire pour éviter que cette partie supérieure, la partie inférieure ne puisse pas se colmater. Alors, lorsque ça se colmate, comme ça, on appelle ça des synéchies. Alors, ça arrive très souvent chez les femmes qui ont eu à connaître des avortements dans le passé et qui s'assoient, comme j'ai dit, toutes sortes d'avortements. On a rasé et qu'on n'a pas pris des précautions pour donner des médicaments de manière à ce qu'il n'y ait pas cette cicatrisation vicieuse. Alors, lorsque ça se colmate comme ça se soude, comme ça, on appelle ça synéchie.
Donc, la cavité n'existe plus. Alors, cette femme-là va voir qu'elle ne tombe pas enceinte après ces épisodes d'avortement-là, à cause de la mauvaise technique qu'elle avait subie dans le passé. Ainsi donc, lorsqu'il faudrait faire maintenant cet examen d'hysterosalpingographie pour voir s'il y a une perméabilité au niveau de la cavité utérine, il y aura un obstacle. Le produit de contraste va buter l'obstacle. Là, la femme va avoir des douleurs. Il y a des femmes qui ont des myomes, avec de multiples myomes. Il y a certains myomes qui se retrouvent dans la cavité, on dit intracavitaire, donc là où l'enfant devrait se mettre. Le myome se met là-bas. Ou bien au niveau du fond, là où la sémence devrait arriver au niveau du fond de l'utérus pour prendre maintenant la route des trompes. Il y a des myomes qui peuvent aussi se pointer de ces côtés-là. Alors, ces myomes-là vont constituer un obstacle de manière à ce que le produit de contraste ne sait pas arriver là-bas. Et alors, ça peut faire ça, que la femme puisse avoir des douleurs. Il y a de jeunes filles qui gardent des infections. Elle a l'infection, elle fait semblant, ou bien elle-même, elle prend ses produits comme elle veut. Elle ne sait pas que c'est une infection. Et oui, alors ces infections peuvent atteindre les trompes. On appelle ça les salpingites, les infections au niveau de trompes. Et ces infections au niveau de trompes peuvent faire en sorte que les trompes, là, qu'il y ait des adhérences. Donc, le trompe, en principe, ça se pointe comme ça. Donc ici, je considère ça comme la cavité utérine. Je pense qu'on va nous proposer les images. Donc lorsque le produit de la sémence de l'homme arrive à ce niveau, ça doit prendre trompe au niveau à droite et puis trompe à gauche. Donc ça fait comme ça. Alors lorsque maintenant il y a des infections tout autour, les trompes peuvent être comme ça, courbées. Oui. Peuvent être courbées ou bien ça peut tomber en bas à cause des infections à répétition, créant ainsi des trous. Et à l'intérieur des trompes, il y a des histoires que nous appelons les cils vibratiles. C'est comme au niveau des essuies. Oui. Au niveau des essuies, il y a toujours des poils. Quelque chose comme des poils. Oui. Et ces cils-là, ça permet que le produit des contrastes, donc, en fait, le produit des conceptions, lorsque la femme tombe enceinte, la grossesse, la fécondation se fait au niveau de trompes, donc des tiers externes. Donc je prends comme cette trompe, je coupe ça en 3 parties. Les tiers externes, c'est de ce côté. C'est de ce côté que la sémence de l'homme doit venir rencontrer l'ovule de la femme pour qu'il y ait fécondation. Alors, lorsqu'une femme a fait des infections à répétition, les cils-là peuvent être aussi rongés chez certaines femmes. Donc, il y a des trous. Alors, le produit des conceptions doit maintenant rouler. Passer par ces cils-là, les cils-là, maintenant, ça fait comme des pneus, et le produit de contraste, c'est comme une boule, avec les cils-là qui vont commencer à battre comme ça. Donc, le produit des conceptions va aller jusqu'à à être logé maintenant dans la cavité utérine. On appelle ça la nidation. Alors, les infections peuvent faire en sorte que les cils-là soient rongés quelque part. Donc, il y a peu de petits trous. Et ce qui fait que même s'il y a fécondation, en roulant, les produits de conception peuvent tomber dans ces petits trous et ça n'arrive plus à continuer. À avancer, et comme c'est déjà une vie, après 1 semaine ou 2 semaines, ça prend de volume et ça peut se développer au niveau des trompes. C'est comme ça qu'on parle de grossesse extra-utérine et ça va éclater la trompe et la femme tombe. Et après, là, cette femme-là ne se retrouve plus enceinte parce que l'autre trompe était bouchée complètement. Nous sommes obligés de faire cet examen que nous avons dit l'hystérosalpingographie et ça nous permettra de retrouver le trajet et nous dire qu'ici, il y a déjà un problème, il faudrait développer de ce côté, où il y a l'obstacle au niveau de trompe. Est-ce que cet obstacle au niveau de trompe, c'est à l'entrée, au milieu ou vers la fin? Alors, le médecin maintenant saura, après cet examen, que madame, vous avez tel obstacle, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas fécondation. On pourrait facilement vous proposer un traitement. Et voilà, bien vite, on peut se retrouver enceinte plus tard. Donc, tous ces obstacles vont faire en sorte qu'il y ait quand même une douleur assez... Wow. C'est ça que je disais, c'est de l'horreur. Hein. Mais il faudra peut-être que la femme commence par se prendre en charge bien avant, éviter ces infections pour ne pas passer par là. Mais bon, parlant de cet examen, est-ce qu'on va avoir l'espoir quand on est passé par cet examen, disons qu'on est, je veux dire, même si ce n'est pas le terme réparé, est-ce qu'on on a arrangé les choses seulement en passant par cet examen-là? Ou est-ce qu'après l'examen, il faudra maintenant vivre une vie disciplinée, par exemple, pour qu'on retrouve, qu'on subisse carrément les conséquences de tout ce qui peut arriver? Est-ce qu'après l'examen, on a espoir de retomber enceinte, par exemple, sans beaucoup de problèmes, sans que la grossesse n'aille se loger dans les trompes et tout? Oui.
Vous savez, lorsque on fait des démarches pour pouvoir tomber enceinte, c'est on soigne et l'homme et la femme. Donc ça prend du temps, il faudrait être patient. Et par-dessus tout, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est ça. Alors sur le plan scientifique, nous essayons d'avoir des arguments pouvant nous dire que sur le plan scientifique, il y a l'obstacle à gauche ou à droite. Alors pour cette femme qui veut faire cet examen, nous lui expliquons les biens fondés de l'examen. Et évidemment, on parlera aussi des préparations de cet examen avant de pouvoir y aller. Mais aussi, à l'issue de cet examen, nous, le médecin, qui faisons l'imagerie médicale, le radiologue va pouvoir lire maintenant tous les différents clichés qu'on va essayer de faire. Et à l'issue de cette lecture, on pourrait poser un diagnostic en disant que l'obstacle, par exemple, les trompes peuvent être perméables, mais lorsqu'on avait fait le curettage, il y avait une synéchie. Donc on avait blessé et c'est colmaté. Il faut faire une dilatation, réouvrir le passage. Ou soit on va te dire que les trompes sont bouchées ou les trompes sont perméables, mais il y a des adhérences dont les trompes sont tellement courbées que ça fait du mal à pouvoir. Donc on va arriver à un diagnostic. Et aussi, à l'issue de ces diagnostics, si le monsieur, votre partenaire, n'a pas de problème, et vous allez vous retrouver, enceinte. On va dire que c'est un examen très important pour la femme, très important pour cette femme qui ne savait pas qu'il fallait le faire. C'est comme ça, c'est le bien de se faire consulter, aller voir le médecin régulièrement, surtout quand on a des problèmes de conception. Au lieu d'aller chez les féticheurs, ce qui n'est pas du tout bien, il y a des médecins qui sont bien placés, qui peuvent vous aider et à vous faire comprendre ce qu'il faut exactement. Alors, on a parlé de la préparation, vous en avez parlé en passant. Alors, il faut qu'on se prépare en tant que femme pour aller affronter ce temps. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? On est à jeun, par exemple, on ne mange pas, on ne boit pas, on s'enferme pendant des jours avant d'y aller. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On ne se lave pas? Est-ce qu'il y a des conditions comme ça pour aller passer cet examen? Oui, ça, c'est vraiment une très, très bonne question. Il faut une bonne préparation pour pouvoir passer cet examen. Ce n'est pas un examen qui, tu arrives aujourd'hui, on te dit, tu vas passer l'hystérosalpingographie et puis du coup, tu passes. Non, non, non. Il faudrait qu'il y ait une préparation. La préparation, ça commence d'abord, c'est là où nous attirons aussi l'attention de nos infirmières, de nos confrères médecins, lorsqu'on demande cet examen qui est très, très capital, quand même d'expliquer les ABC. Parce que lorsqu'on se retrouve dans nos cabinets, dans les services d'imagerie, que la femme se présente avec le bon, nous sommes obligés de refaire la même préparation par rapport à cette femme-là, qu'elle sache au moins à quoi elle va passer, quelles sont les étapes, comment les choses vont se dérouler. Et en plus, elle donne son consentement. Parce qu'il faudrait qu'il y ait le consentement et de la femme ainsi que de son mari avant de pouvoir passer un examen, un gros examen. On dit que c'est un examen spécial. C'est un examen spécial. C'est une radiographie standard, c'est une radiographie spécialisée. Alors, la première des choses, d'abord sur le plan psychologique, on te rassure que, évidemment, c'est un examen qui va nous permettre d'avancer par rapport au bilan que nous voulons faire pour pouvoir savoir pourquoi tu ne tombes pas enceinte. Et puis, de deux, il faudrait que la femme soit en dehors de l'infection. Oui. Parce qu'on va injecter un produit de contraste, un liquide qui doit traverser la filière génitale. Alors, s'il y a une infection, soit au niveau de la cavité vaginale, ou bien au niveau du col, ou bien au niveau de la cavité utérine, vous allez prendre cette infection et envoyer ça dans tout l'arbre génital. Là, vous avez créé encore de problèmes. Et aussi, les produits de contraste tombent même dans la cavité abdominale. Donc, ça tombe dans le ventre. Parlant des infections, il faut déjà que la femme sache. Donc, il faudrait faire des examens pour exclure les infections. Ne serait-ce que l'examen des urines, l'examen de frottis, si elle vous dit qu'il y avait encore autre chose. Et puis, on fait aussi l'examen de sang, la VS, pour être sûr qu'elle est en dehors de l'infection. On fait aussi les tests de grossesse. Il y a des femmes, parce qu'elle a des problèmes de conception, peut-être qu'elle s'était déjà retrouvée enceinte. Mais elle, l'ignorant, elle vient pour faire cet examen. Si vous utilisez les produits de contraste, vous tuez le fœtus qui était dedans. Donc, nous devons encore faire un autre examen pour, ne serait-ce que le test de grossesse, pour nous rassurer que cette femme n'est pas enceinte. Et aussi, nous allons nous poser de multiples questions parce que le produit de contraste que nous allons utiliser, il est des femmes qui sont allergiques à ces produits. Alors là, nous allons prendre des précautions. D'ailleurs, de nos jours, que vous soyez allergique ou non,
nous prenons toujours des précautions parce qu'on peut utiliser, la femme vous fait un choc pendant que vous introduisez les produits de contraste. La femme pourrait avoir un problème de santé, elle est hypertendue, elle est diabétique, qui n'est pas équilibrée avec la douleur, elle peut vous faire une crise. Donc nous devons nous rassurer que tous ces éléments-là sont bien maîtrisés. Et aussi un élément capital, la date des dernières règles. Oui. La femme doit nous dire la date des dernières règles parce que c'est un examen qui se fait pendant la phase que nous disons folliculaire. Phase folliculaire, c'est-à-dire juste avant l'ovulation que nous devons passer cet examen. Donc, la femme, si elle vous dit que je viens de commencer les règles ou je finis les règles il y a 20 jours, nous allons lui dire le jour où tu vas te retrouver, que tu commences les règles, tu viens nous voir et on fait un programme. Pourquoi? Parce qu'elle est une patiente, elle n'est pas responsable de sa santé, c'est nous qui devons gérer le tout. Et l'examen de préférence, ça se fait le 8e jour après les règles, du 8e au 12e jour. C'est pendant cette phase-là que c'est le moment privilégié pour pouvoir faire cet examen d'hystérosalpingographie, parce qu'on suppose qu'on est stérile et puis c'est avant l'ovulation. C'est le moment privilégié pour pouvoir faire l'examen. C'est un examen à faire en un jour ou en 2, 3, 5 jours? Est-ce qu'on le fait une fois en un tour? Oui, c'est un examen qui se fait en un jour. Et s'il n'y a pas de problème, dans 10-15 minutes, on pourrait terminer. Mais bien souvent, comme on indique ça chez les personnes qui ont déjà des problèmes, c'est-à-dire qu'ils ont fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans sans pour autant se retrouver enceinte. Avec la douleur, on va gérer si la douleur arrive. Si douleur il y a, on est obligé de gérer. Et c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il faudrait expliquer, après la préparation, il faut expliquer comment l'examen se passe, donc comment ça va arriver et tout ce qui va se passer et les produits de précaution. Voilà. Alors, dans nos recherches, on apprend qu'il y a un autre examen. En expliquant, je comprends que ça peut être une confusion que les femmes connaissent peut-être entre les deux examens, ou peut-être c'est le même qu'on appelle autrement. C'est quoi la différence entre l'hystérosalpingographie et l'hydrotubation? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est deux examens différents? Parce que à vous entendre, c'est comme si, et en connaissant déjà l'hydrotubation, c'est comme si c'est un seul examen, mais appelé autrement. Voilà. L'hydrotubation, on procède à l'hydrotubation après l'examen d'hystérosalpingographie. Okay. L'hydrotubation fait partie des traitements que le médecin ordonne à la femme pour pouvoir relever l'obstacle après l'hystérosalpingographie. L'hystérosalpingographie, comme je vous ai dit, vous voyez qu'il y a l'obstacle quelque part, et soit au niveau de trompe, et alors vous dites que pour lever cet obstacle-là, cette obstruction, on va faire passer un produit de contraste. Mais non, là, c'est les traitements. Dans l'hystérosalpingographie, on utilise juste un produit qui sera radio-opaque. Lorsqu'on prend les clichés des radios, que ces produits-là puissent être visibles pour nous montrer ça passe, comment ça passe ou ça ne passe pas. Alors, maintenant, dans l'hydrotubation, on sait déjà que la femme a un obstacle au niveau de trompe. Oui. Et cet obstacle-là, on utilise maintenant l'assemblage de médicaments, des solutions que nous faisons, et c'est liquide. Et dans l'hydrotubation, les femmes, communément, ils appellent ça qu'on est en train de chauffer votre matrice. Les femmes disent qu'on est en train de chauffer les matrices. Parce que quand le produit, là, ce sont des médicaments. Des antibiotiques. Il y a des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des corticoïdes qu'on a essayé de mettre là-dedans pour pouvoir lever l'obstacle. Là où il y avait la plaie, il y avait des cicatrices, il faut ouvrir le passage pour que la sémence de l'homme puisse bien passer. Et alors, on fait des cures d'hydrotubation. L'hydrotubation, c'est par rapport à la réaction, la manière dont le médecin injecte le produit, il voit comment ça passe, s'il y a résistance ou pas. Généralement, on peut faire 3 séances, on peut faire 6, on peut en faire 12 d'hydrotubation par rapport aux résultats que ça pourrait donner. Et là, c'est à voir avec l'échographie ou seulement avec la radiographie? Non, l'hydrotubation, c'est les gynécologues lui-même qui est en train de faire ça dans son cabinet et pour pouvoir dilater ou pour pouvoir ouvrir et là où il y a l'obstacle. Wow. Alors que l'hystérosalpingographie, c'est les radiologues qui le font
dans la salle de radiographie, parce qu'à chaque fois qu'il injecte les produits de contraste, on prend des clichés radio. Oui. À chaque fois qu'on injecte les produits de contraste, on prend des clichés radio et puis il y a des positions que la femme doit essayer de faire. Et le premier temps, on vous dit que c'est pour on voit au niveau du col, s'il y a un obstacle au niveau du col, on injecte 5 à 10 cc. Et le deuxième temps, quand on injecte, le médecin qui injecte, il y a un autre technicien qui est dehors qui prend les clichés radio. Oui. Et là, c'est le premier temps. Et puis, on va injecter. Deuxième temps, on sait que ça, c'est pour opacifier seulement la cavité utérine. Et on injecte encore un peu 10 cc. Quand on injecte les 10 cc, l'autre technicien il prend encore un autre cliché. Et puis maintenant, on commence à faire les obliques. La femme prend une position où elle va tourner un peu à droite. Là, c'est pour dérouler la trompe du côté droite. Et on met encore un peu 5 à 10 cc de produits de contraste. Et on prend encore un autre cliché. Et puis, tu fais encore à gauche pour dérouler la trompe du côté gauche. Et on prend encore un autre cliché. Vous voyez que là, on est déjà à 4. Oui. Et puis, on va faire maintenant un cliché. On dit pour voir s'il y a les passages péritonéens. Là, un autre cliché pour que le produit dépasse les trompes et que ça tombe aussi dans la cavité utérine. Et on prend un autre cliché. Puis maintenant, on enlève tout ce qu'on avait mis comme spéculum et tout à côté. Et puis, on prend maintenant un cliché terminal. Parce que le produit qui était tombé dans la cavité utérine, au niveau de trompe, à droite et de tomber dans la cavité utérine au niveau de trompe à gauche, doivent normalement faire ce que nous appelons le brassage péritonien. Donc, doivent s'y retrouver, doivent s'y croiser puisque dans l'abdomen. Si ça se croise dans l'abdomen, on dit « Ah, ça c'est ouvert. C'est vraiment très bien, c'est très perméable et tout et tout. » Ça, c'est un bon exemple. Mais s'il n'y a pas un brassage péritonien, on peut dire que probablement il y a des adhérences. Des adhérences, c'est-à-dire que à cause des infections, il y a des obstacles où c'est courbé et tout. Ou si les trompes ont des problèmes, vous verrez à certains moments, des trompes sont augmentées des volumes. On dit, ah, ça, il y a hydrosalpinx. Donc, ces trompes ici avaient connu une infection et puis c'est trop augmenté des volumes. C'est la raison pour laquelle la femme de ce côté, du côté de cette trompe-là, elle ne peut pas connaître une fécondation. Donc, maintenant, à l'issue de tout ça, et nous proposons ça au gynécologue et le gynécologue va maintenant voir s'il faut faire l'hydrotubation et puis d'autres, on le fait même des séances de diathermie, c'est-à-dire pour enlever les adhérences qui étaient à côté et de manière à ce que les trompes soient perméables pour qu'il y ait une bonne fécondation plus tard. Ouais. Voilà. Alors, deux petites et dernières questions, mais très importantes. Est-ce que l'hystérosalpingographie, vous allez comprendre que je ne suis pas encore habituée à ce terme trop technique. Alors, est-ce que cette hystérosalpingographie peut être faite sur une femme qui avait déjà eu des enfants et qui n'arrive plus à concevoir depuis plus de 2 ans? Parce qu'à 2 ans, déjà, on sait que l'enfant peut venir. Hein, c'est là, on sait que vous conseillez aux femmes dans le planning. Est-ce qu'à plus de 2 ans, quelqu'un qui avait déjà eu des enfants peut aussi passer à cet examen de l'hystéro Salpingographie, oui, justement. Alors, pour une femme qui avait déjà eu des enfants, et pour nous, on parle de stérilité, il y a des définitions de l'OMS, bon, il y a 2 définitions, on dit, pour une femme on parle de stérilité ou de l'infertilité pour un couple qui cohabite. Et qui se retrouvent dans ces moments d'intimité au moins 5 fois par semaine. Et pendant au moins 2 ans. Il y a des écoles qui s'arrêtent à 2 ans, il y a des écoles qui vont à 3 ans. Au moins après 2 ans comme ça, où il n'y a pas de retard, où il n'y a pas de grossesse, et on consulte le médecin, et le médecin va maintenant faire des investigations dans le bilan de santé, et c'est à lui d'apprécier s'il faudrait faire l'hystérosalpingographie. C'est-à-dire, on voit chez papa qu'il n'y a pas de problème, et maintenant on pourrait rechercher, en tout cas c'est parmi les premiers examens que l'on demande pour essayer de voir à cause des infections, à cause de myomes et à cause de, comme je t'ai dit, parfois des synéchies, où cette femme-là, quand elle avait accouché, on n'avait pas bien nettoyé et puis il y a un peu de reliquats, des sangs qui sont allés au niveau de trompe, même après l'accouchement, et qui sont restés là-bas et ça créait un obstacle. Et alors l'hystérosalpingographie nous précisera avec beaucoup plus de précision que l'obstacle est au niveau de trompe ou l'obstacle au niveau de la cavité utérine. Donc, même la femme qui a accouché peut
passer cet examen. Voilà. Et la dernière, parce que j'ai parlé des 2 questions, la dernière petite question, est-ce que cet examen, à voir la grandeur du mot et la complication dans la prononciation, on se pose des questions, est-ce que c'est un examen qui peut se passer ici à Lubumbashi? Est-ce que dans les hôpitaux, nos hôpitaux ici, on peut aller solliciter cet examen sans qu'on nous dise qu'il n'y a pas, ou soit qu'on nous taxe parce que peut-être c'est un examen trop cher? Oui, à Lubumbashi, on peut le faire, en tout cas, à ma connaissance, dans les grands hôpitaux de Lubumbashi, on peut le faire, où il y a un service de radiologie et où il y a un radiologue ou un technicien de radio qui a été entraîné. Mais bon, logiquement, il faudrait que cet examen passe dans un service où il y a de médecins radiologues, parce qu'il y a des incidences, donc il y a des positions qu'il faudrait prendre pour apprécier la qualité de l'image qui avait été développée, ainsi proposer un protocole et à remettre auprès du gynécologue pour améliorer ainsi la prise en charge. À Lubumbashi, c'est un examen que l'on peut le faire et c'est un examen qui ne coûte pas trop cher. Pas trop cher. C'est rassurant. Autour de $200 en moyenne. Et on peut faire cet examen. Voilà. Alors, on va se demander si c'est ce médecin-là ou ces 2 médecins qui doivent être sur cet examen sont tous radiologues ou gynécologues radiologues ou je ne sais pas, ce sont des médecins. Ce sont un médecin radiologue avec les techniciens, puisque c'est un examen qui se fait dans le groupe. Il y a l'opérateur, celui qui injecte les produits de contraste, et puis il y a les techniciens qui est de l'autre côté qui est en train de prendre les images. Donc, il faudrait qu'il y ait au moins, si c'est trop peu, 3 personnes. 3 personnes. Puisqu'on prend, pour cette femme-là qui fait cet examen, on va prendre l'abord venu, c'est-à-dire on met déjà la bocate ici. Au cas où il y a une réaction allergique et elle ne supporte pas les produits de contraste, il faudrait directement la prendre en charge en lui donnant une réanimation pour que cette femme-là ne fasse pas. Souvent, c'est comme ça, il faudrait qu'il y ait au moins 3 personnes. Et le médecin devrait être là pour apprécier, puisque cette femme qui a des douleurs, peut-être qu'elle avait bougé quand on a pris les clichés. Est-ce que les clichés est protocolables? Est-ce que ces clichés-là, ça aurait respecté les normes qu'il fallait avant de pouvoir passer à une autre étape? Donc, si le médecin n'est pas là, ou le technicien qui fait ça doit être vraiment rodé pour prendre les bonnes images, de manière à ce qu'on a fini l'examen qui a coûté quand même un peu de l'argent, qui a nécessité une préparation. Et la femme qui est restée peut-être avec des douleurs, il y a des produits qu'il faudrait qu'elle prenne, il y a des choses que l'on dit même pour les rapports conjugaux après cet examen. Donc il faudrait que le médecin soit là pour essayer de faire un très bon encadrement par rapport à tout ça. Alors c'était trop dur, c'était compliqué à prononcer, mais c'était très important. Aujourd'hui, vous comprenez que c'est quelque chose peut-être que vous avez connu, par laquelle vous êtes passé, peut-être un examen que vous avez déjà affronté ou qu'on vous a déjà proposé par un médecin, mais que vous n'avez pas connu sous ce nom. Alors, l'hystérosalpingographie, c'était notre thème d'aujourd'hui, un thème très important aussi, important que tout ce que nous avons toujours connu. Nous avons toujours connu l'échographie. On se disait que c'était la fin pour les examens chez les femmes, mais il y a mieux que ça, il y a plus que ça, je veux dire, plus que ça. Et pour connaître cela, il faut toujours consulter. Vous avez des problèmes à concevoir, des problèmes d'infection et tout. Consultez votre médecin, un gynécologue qui va vous orienter, vous permettre d'aller faire tel et tel autre examen pour vous éviter certains problèmes qui viennent avec le temps. Alors, c'était notre sujet d'aujourd'hui. Vous qui nous avez suivis à la radio, merci à vous de nous avoir suivis, chers auditeurs. Merci pour ceux qui nous suivaient à la télévision, chers téléspectateurs, et surtout, merci à notre invité du jour, Dr Peter Mutombo. Merci pour ce numéro et on se retrouve prochainement. Oui, merci aussi de l'invitation. Merci à la chaîne, notre chaîne, ce sont nos choses, la parole éternelle. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Merci à vous. C'était Valentine Kapalou qui vous a présenté ce numéro de En Bonne Santé. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Restez branchés sur la parole éternelle. Shalom.